Europe. Europe 1. Hélène Jouan, la politique intérieure, politique française. Le 24 septembre, la moitié du Sénat est renouvelée, 170 sièges à pourvoir. Pourtant, on parle très peu de ce scrutin. Pourquoi ? Eh bien parce que nous ne votons pas. Il s'agit d'un scrutin dit indirect. S'exprime un collège de grands électeurs composé d'élus, des conseils départementaux, des mairies, etc. Bref, c'est un scrutin entre collègues. C'est un petit peu l'élection du délégué de classe. Il y a pourtant un enjeu politique, mais c'est vrai que quand on se penche sur cette campagne sénatoriale, c'est d'abord un fumet de petites tambouilles politiciennes qui effleurent les narines, pas très nouveau monde. À quoi vous faites allusion ? Mais par exemple, sur les 1971 candidats au sénatorial, 273 sont des recalés des législatives. Le renouvellement, c'est pas trop leur mantra. Les sénatoriales donnent aussi régulièrement lieu à une petite séquence entourloupe. Pourquoi favoriser des sénatrices quand on a de si bons sénateurs sortants ? La loi oblige à la parité ? Eh bien, il suffit de déposer plusieurs listes, avec à chaque fois à leur tête un homme. Si les électeurs ont le bon goût de diviser leur suffrage entre la liste officielle et la liste dissidente, en réalité du même parti, eh bien bingo, ce sont deux hommes qui gagnent et qui vont siéger. Les Républicains se sont fait une spécialité de ces dissidences express. Et puis, les négociations autour de la constitution des listes permettent de poursuivre quelques règlements de compte un petit peu mesquins. La liste sénatoriale de Manuel Valls, elle a été retoquée, pas assez moderne, à décréter En Marche. Canossa jusqu'au bout pour l'ancien Premier ministre. Alors quel est l'enjeu politique ? Eh bien c'est le premier scrutin d'Emmanuel Macron depuis les législatives. Le 24 au soir, on jugera donc de sa réussite ou de son échec. Dans l'euphorie du début de l'été, les marcheurs avaient cru pouvoir annoncer un strike au Sénat avec une victoire. Donc depuis, même François Patriat à la manœuvre au Sénat n'ose plus avancer de chiffres, mais plus personne ne croit à la bascule. Mais le vrai enjeu politique, c'est de savoir si le président pourra disposer d'une majorité des 3/5 nécessaires pour adopter ces réformes constitutionnelles. L'exécutif a fait le deuil d'une majorité constituée, mais veut croire aux circonstances. Les majorités sont plastiques, sourit-on à l'Élysée. Au Palais du Luxembourg, on soigne donc son adversaire plus que ses amis. Par exemple, pourquoi Édouard Philippe n'a pas demandé de vote au Sénat lors de son discours de politique générale le 4 juillet, comme la Constitution l'y autorise ? Eh bien parce que l'exécutif avait fait ses comptes. Le Premier ministre aurait obtenu la confiance et donc mis en minorité le président du Sénat, étiqueté les Républicains, une mauvaise manière au bon président Larcher qui n'aurait pu que nuire aux futures relations et puis surtout à l'élaboration de majorités plastiques et donc accommodantes. Hélène Jouan, Axel. Oui, donc on s'aperçoit que le Sénat sert à quelque chose. Qu'on dit souvent qu'il sert à rien. S'il faut flatter les sénateurs, c'est qu'ils servent bien à quelque chose. Question typiquement, là, quelles sont les réformes d'Emmanuel Macron qui nécessitent l'assentiment du Sénat, des sénateurs? Un certain nombre de réformes institutionnelles qu'il avait annoncées le 3 juillet dernier devant tout le monde, devant le Congrès. Ça passe par exemple la réduction du nombre de parlementaires, l'injection d'une dose de proportionnelle, la suppression de la Cour de justice de la République. Pour tout ça, il a effectivement besoin de cette majorité des 3/5. Ils sont réunis en Congrès. Et si ça ne marche pas, il y a la solution du référendum, évidemment. Europe 1.